Chrétienté s'inquiète de la puissance grandissante des Turcs. L'Espagne, Venise et la papauté organisent une coalition commandée par Don Juan d'Autriche, le frère de Philippe II. Le 7 octobre 1571, à Lépante, les flottes chrétiennes rassemblées sous les ordres d'Andrea Doria, fortes de 208 bateaux de guerre, mais aussi de 8 galéas, ces nouvelles galères munies pour la première fois d'une forte artillerie, battent les 230 navires de guerre de l'escadre turque, commandés par Löljali, le pacha d'Alger, et par Hassan, le fils de Barberousse. Au cours de cette bataille, une des plus célèbres de l'histoire maritime, les Turcs ont perdu plus de 30 000 tués et blessés et 3 000 prisonniers. 200 de leurs navires de guerre ont été coulés ou capturés. 15 000 forçats chrétiens ont été libérés des chiourmes turcs. Pour leur part, les chrétiens déplorent 8 000 morts, 21 000 blessés et la perte de 10 galères. Cette victoire, écrit Braudel, ouvrait la porte aux plus grandes espérances. Mais sur le moment, elle n'eut pas de conséquences stratégiques. La flotte alliée ne poursuit pas l'ennemi en déroute, à cause de ses pertes, à cause du mauvais temps, qui fut peut-être le sauveur de l'Empire turc désemparé. Mais la victoire chrétienne a barré la route à un avenir qui s'annonçait très sombre. Les Pentes marquent le début du déclin de l'Empire ottoman. Après les Pentes, l'Espagne, le pape, la chrétienté se met à rêver de croisades, de délivrance de la Terre Sainte, de prise de Constantinople. Dans un premier temps, Dom Juan d'Autriche s'empare de Tunis par surprise. Mais l'année suivante, en 1574, les forces turques de Tripoli, de Tunisie et d'Alger, unies sous les ordres d'Öljali, reprennent coup sur coup la Goulette et Tunis. La Tunisie tombe définitivement sous la domination turque. Le grand seigneur en fait un nouveau pachalik indépendant d'Alger. Dès lors, le Maghreb prend la physionomie moderne qu'il gardera jusqu'à nos jours avec 3 blocs politiques, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Alors que 3 ans auparavant la chrétienté s'enflammait à l'annonce de la victoire de Lépante, le plus retentissant des événements militaires du XVIe siècle en Méditerranée, voilà tous les rêves de croisade dispersés par les vents contraires. C'est la fin des opérations combinées engageant des centaines de navires de guerre et des dizaines de milliers de combattants. On ne verra plus ces terribles combats entre musulmans et chrétiens, combats qui ont ensanglanté l'Afrique du Nord depuis le début du siècle. Cette date marque également la fin des ambitions coloniales de l'Espagne au Maghreb. Ruiné par une nouvelle banqueroute, écrit Chalandre et Julien, paralysé par les révoltes des Pays-Bas et les troupes italiens, inquiet des menées anglaises et françaises, Philippe II renonce à une revanche africaine et se résigne à une trêve avec le sultan. 1581. Mais cette trêve n'est pas la paix. Loin de réduire l'agressivité des corsaires barbaresques, ce recul espagnol laisse le champ libre à leurs exploits en Méditerranée. Au-delà de 1574, nous dit Braudel, la guerre des armadas, des corps expéditionnaires et des grands sièges est pratiquement terminée. La suppression de la Grande Guerre en Méditerranée, la fin de la lutte entre les grands États met en premier rang de l'histoire de la mer la course, cette guerre inférieure. Une histoire confuse prend le relais de la grande histoire. Les successeurs de François Ier, poursuivant sa politique d'alliance avec les Turcs, renouvellent à plusieurs reprises les capitulations signées en 1535 avec Constantinople. Dans une certaine mesure, ces conventions protègent la France des attaques des corsaires barbaresques et lui fournissent des avantages commerciaux incontestables. Vers 1560, sous la pression de Constantinople, Alger a ainsi accordé à la France le monopole de la pêche du corail sur les côtes de Kabylie, pêche que Provençaux et Génois y pratiquaient depuis fort longtemps. Alger a également autorisé Thomas Lange, un Corse établi à Marseille, à fonder un établissement non fortifié, le Bastion de France, à 10 km à l'ouest de la Cale. Non loin de là, les Génois occupent l'île de Tabarka, qui leur a été donnée en 1540 comme rançon du corsaire Dragut,
fait prisonnier par Andrea Doria. Les populations indigènes sont très hostiles à l'implantation du bastion de France. Qu'au mépris de la Convention, les Français ont transformé en place forte. Quelques années plus tard, en 1568, les Algériens, prétextant que Lynch se livre à l'exportation des grains, activité interdite par les accords, enlèvent la place. La concession, très rapidement restituée par Alger à un neveu de Lynch, va devenir une cause incessante de conflits entre la France et Alger. À la mort de Djali en 1587, le grand seigneur modifie l'organisation de ses possessions maghrébines. Il les fait entrer dans le cadre normal des structures de son empire et transforme la Tripolitaine, la Tunisie et l'Algérie en régences administrées par des pachas renouvelables tous les 3 ans. Cette modification implique la suppression des Berlerbey d'Alger. Les nouvelles régences vont se dégager progressivement de l'autorité de Constantinople. À Alger, le divan des janissaires est plus étroitement que jamais associé au gouvernement. Le pacha perd progressivement le pouvoir et se voit obligé de faire débuter les actes officiels par la formule « Nous, pacha et divan de l'invincible milice d'Alger ». Incapable de contrôler janissaires et raïs, le pacha n'a plus d'autre souci que de grossir sa fortune personnelle, mais il doit faire vite, car le temps lui est compté. Rares sont en effet les pachas qui achèvent leurs 3 ans de règne légal, car le régime est particulièrement instable. Privé d'un pouvoir exécutif réel, il est soumis aux rivalités incessantes entre la milice des janissaires et les patrons corsaires. À Alger, intrigues, complots, assassinats, émeutes se succèdent à un rythme si rapide qu'il est difficile de suivre l'enchaînement de ces événements, où continuent d'être impliquées les tribus berbères, notamment celles des Beni Abbès et des Koukous. L'indépendance grandissante des régions du Maghreb leur permet de développer la course sans trop se soucier des engagements pris par la porte à l'égard des États européens, notamment de la France. Alger vit exclusivement des produits de la course et du trafic des esclaves. La ville et les palais des raïs s'embellissent. Toute la population s'enrichit. Profitant des conflits qui opposent les puissances européennes, les corsaires barbares se permettent toutes les audaces. Ils modernisent leur marine. Ils arment de nouveaux vaisseaux et surtout les frégates plus fines et plus rapides que les navires chrétiens. Leurs galères, trop légères pour sortir en mer plus de 6 mois par an, ils en arment de plus lourdes et plus stables. Leurs équipages sont désormais complétés de détachements de la milice. Les janissaires, jaloux des marins qui tirent des profits considérables de la course, ont en effet obtenu à la fin du XVIe siècle l'autorisation d'embarquer sur les navires algériens pour aider les équipages dans leurs combats et acquérir ainsi un droit au partage du butin. Cette alliance des forces de terre et de mer rend les barbaresques particulièrement redoutables. Maître absolu des côtes méridionales de la Méditerranée, ces fourbans en écument périodiquement les côtes européennes. Ils n'hésitent pas à débarquer sur les rivages de Grèce, d'Italie, de Provence et d'Espagne, dont les populations impuissantes se bornent, dès l'apparition de voiles suspectes, à allumer de feux de camp en cap pour avertir de leur approche. Les pirates, après avoir pillé et brûlé villes et campagnes, emportent leur butin. Ils enlèvent des femmes pour garnir leur harem, des hommes pour remplir leurs bagnes et des chiourmes de leurs galères. Les navires d'Alger franchissent parfois le détroit de Gibraltar. En 1617, ils ravagent Madère. En 1627, l'Islande. Quelques années plus tard, les côtes même de l'Angleterre. En été, les navires marchands européens, lourdement chargés et sans défense, sont de proie particulièrement facile. Les rapides galères barbaresques ou leurs frégates bien armées n'ont aucune peine à les neutraliser. L'abordage, un bref combat à l'arme blanche et les victimes se rendent rapidement, car les pirates sont sans pitié pour les récalcitrants. Soigneusement pillés, les bâtiments capturés sont ramenés à Alger, où ils deviennent la propriété de l'État algérien. Leurs garnisons sont aussitôt vendues à l'encan sur le marché de la ville.
Les captifs devenus objets de négoce font l'objet de marchandage dans un bazar particulier, le Badestan. Ce commerce se tient au milieu d'une foule bigarrée. Turcs, Arabes, Kabyles, Morisques, réfugiés d'Espagne, Juifs, accourent à la fête qui accompagne toujours le retour des corsaires. On se partage le produit de la vente. Tout le monde a sa part. Le pacha et ses dignitaires, les raïs bien sûr, les armateurs, les équipages, les janissaires, le personnel du port et tous ceux nombreux qui ont cotisé pour financer l'armement des bateaux. Des femmes vont jusqu'à vendre leurs bijoux pour être de cela, et les Juifs y trouvent un placement fort rentable. En ce début du XVIIe siècle, les esclaves chrétiens sont nombreux à Alger, 25 à 30 000. Leurs souffrances sont grandes, mais il y a là, comme ailleurs, nous dirons Caporet, des arrangements possibles entre bourreaux et victimes. À bord des galères, le sort des esclaves chrétiens est particulièrement pénible, mais ils étaient moins malheureux que les barbaresques des chiourmes du roi de France, constate Charles-André Julien, car on ne les marquait pas au fer rouge et on les laissait libres de pratiquer leur religion. Dans les 6 bagnes gouvernementaux où s'entassent des milliers de captifs, les conditions de vie sont encore plus rudes. Le moral des prisonniers résiste mal au dénuement, à la fatigue de travaux excessifs, à une nourriture insuffisante et à l'attente d'un achat ou d'une libération éventuelle qui, pour les plus déshérités, peut durer 10, 20, parfois même 40 ans. Les bagnards, voyant s'éloigner toute perspective de rentrer au pays, sombrent dans la débauche ou le désespoir. Les apostasies et les suicides sont fréquents. De nombreux renégats vont grossir les forces des ennemis. Ils sont quelques 10 000 à Alger, dont 7 100 des Corses. Les propriétaires d'esclaves ne sont pas favorables aux apostasies, car les renégats n'ont plus guère de valeur marchande. Plus heureux sont les captifs aisés, présumés rachetables. Leurs conditions de vie sont tout à fait supportables. Le plus souvent, ils sont placés au service de particuliers qui ont tout intérêt à ménager cette marchandise lucrative que de mauvais traitements pourraient déprécier. Certains de ces privilégiés deviennent parfois même les hommes de confiance de leur maître. D'autres retrouvent une quasi-liberté et peuvent exercer un métier. La plupart des artisans de la ville et du port d'Alger sont ainsi des esclaves chrétiens.